Erev Tov, Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Georges Spira et on continue donc les témoignages sur la vie des Juifs du Yémen. Bechavod, Georges, je te mets en grand écran. Bechavod. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernier cours sur les Juifs du Yémen. Vous aurez bientôt fini de me supporter sur ce sujet très compliqué. Un petit résumé sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Comme d'habitude, je n'ai pas d'annonce familiale à faire parce qu'on ne m'en a pas donné. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu il y a 15 jours? On a vu la synagogue, le Knesset en hébreu, Knis en termes yéménites. On a vu à propos de la synagogue le déroulé des offices, le décorum de la synagogue, en fait c'est vite vu parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Les études qui sont entreprises au sein de la synagogue, on étudie énormément. Et surtout, on a parlé du rythme de la synagogue, où les offices, pas les offices, mais en tout cas la lecture en commun, l'étude en commun commence dès 2 heures du matin. 2 heures du matin. Alors, ce rythme-là, nous avons vu, sera arrêté à partir du début du XXe siècle. Et voilà, ça ne marche pas. Excusez-moi. Donc, ce rythme sera ralenti. Il sera toujours valable le Shabbat et les jours de fête, mais plus dans la semaine. Autre Knis dont nous avons parlé, c'est l'école. Et nous avons vu quel est le système d'enseignement, l'état de surpopulation des classes d'école, le fait qu'il n'y a aucun enseignement chol, pas de profane, pas de matière non religieuse. Et nous avons parlé des maîtres qui souvent filent et cousent en même temps qu'ils enseignent à une quarantaine d'élèves qui s'étalent entre 3 et 11 ans. Et finalement, avec tout cet état cette situation très compliquée, au bout de 4 ans d'études, les enfants savent plus ou moins lire, savent pas mal de versets par cœur, ils apprennent en parallèle l'hébreu, le targum, c'est-à-dire la traduction en araméen, et le tafsir, qui est la traduction en arabe littéraire. Je vous ai parlé de l'ouverture du METEP, cette école plus moderne, qui a été financée par les autorités turques au bénéfice des petits juifs, parce que dans les écoles METEP de l'islam, ils n'avaient pas le droit de se rendre. Alors, c'est un enseignement plus moderne, des classes plus petites, mais il n'empêche qu'on apprend le turc, l'arabe, le kodesh, et on n'apprend toujours pas de matière profane. Donc, d'une façon un peu plus moderne, plus actuelle, mais pas d'accès aux matières chol, mathématiques, géographie, langues étrangères et autres. Semach, notre voyageur, exprime ses espoirs et il espère que l'Alliance israélite universelle permettra à ses enfants d'apprendre le français. Pourquoi le français? C'est très important. D'abord, c'est les principes de l'AIU, et deuxièmement, il y a un projet de voie de chemin de fer financé par la France entre Hodeïda, le port, et Sanaa. Et si les petits juifs parlent le français, ils auront tout naturellement un travail dans le sein de cette entreprise française de chemin de fer. 2 choses, il n'y aura jamais d'école de l'Alliance et il n'y aura pas non plus de chemin de fer Hodeïda, Sanaa, mais ça c'est pour d'autres raisons. Il exprime également sa volonté de créer une école de filles, et dans cette école de filles, on apprendra un petit peu de tout, du Kodesh, du Chol, d'un peu de mathématiques, d'histoire, de géographie, mais surtout, on apprend les travaux manuels, la couture, la broderie, qui permettront à ces jeunes filles un jour d'avoir un travail rémunéré. Je vous ai aussi touché un mot de l'importance dans la tradition yéménite de posséder des livres et des manuscrits. C'est quelque chose d'extrêmement important et on va même arriver à repousser un mariage pour acquérir d'abord une petite bibliothèque de livres ou de manuscrits. Nous avons vu qu'à la synagogue, il y a des discussions de halakha et au début du XXe siècle, il y a une discussion qui vient sur le tapis, toute nouvelle, quelque chose qu'on ne connaissait pas. On discute des problèmes de l'électricité le Shabbat. Énorme et vaste problème. Et à cette occasion, nous voyons que les moris, les maîtres, les morim, mais en yéménite on l'appelle mori ou moré, qui sont des gens extrêmement pieux,
mais extrêmement tolérant et qui cherche surtout par tous les moyens de faciliter la vie des Juifs par rapport à la halakha. Donc, il y a une halakha, il y a une loi, elle est rigoureuse, mais vous savez tous qu'il y a une manière, Beikil ou Mahmir, d'interpréter la loi. Eux, ils penchent toujours vers la facilitation, le côté Meikil de la loi. Voilà. Et puis, on arrive au temps moderne, avec l'arrivée de Portugais, qui ensuite partiront vers les Indes et emmèneront avec eux un certain nombre de Juifs qui feront souche aux Indes. Arrivée également des Mamelouks, qui viennent d'Égypte, et il y a des Juifs qui arriveront d'Égypte aussi au 19e siècle et d'Europe. Alors ça c'est Aden, c'est aussi un petit peu à Sanaa, mais pas grandement. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de Aaron Aragi HaKohen, l'Ousta de l'imam de Reda. Alors, c'est du chinois tout ça. L'Ousta, en fait, c'est le grand vizir de l'imam de Reda. Reda, c'est une ville. Vous savez, nous l'avons vu X fois, que le Yémen est fracturé en tribus. Chaque tribu a son imam et donc chacun mène sa politique. L'Ousta Cohen est donc le grand vizir de l'imam de Reda. Et c'est lui qui va pousser l'imam à conquérir Sanaa. Ce qui sera fait, et cet homme va aider énormément les communautés en construisant des bains, des mikvaot, des bate knesset, des écoles, des maisons. Enfin, il les aide de toutes les manières possibles. Sauf qu'il va avoir une très mauvaise surprise quand il voudra marier son fils, parce que, venant d'Égypte, cet homme n'a aucun titre de noblesse. Il n'est rien. Et il ne trouve tout simplement pas d'épouse pour son fils. Alors, il est quand même un petit peu fâché parce qu'il a fait beaucoup pour la communauté. Alors, il prend une décision. Il rafle tous les arbres généalogiques et il les brûle tous. Du coup, il n'y a plus de ce qu'on appelle en hébreu de yirous, de descendance, de mérite de ses ascendants. Tout le monde est au même niveau et il arrivera, on imagine bien, à marier son fils. Et puis, vers 1870, c'est la conquête turque du Yémen et nous en étions là. Alors, on va continuer si vous voulez bien. En 1871, les Turcs conquièrent l'intérieur du pays, en tout cas une grande partie, les villages dans les montagnes. Ils prennent Sanaa, évidemment, et dominent la population autochtone de façon extrêmement violente, et fanatique et de façon très guerrière. Évidemment, ils ne vont pas se faire des amis avec ça. Les révoltes sont stoppées dans le sang. Alors finalement, les imams vont décider la taqiyya. Vous connaissez le système de la taqiyya. Je vous rappelle ce que c'est ce que fait le Hamas. Quand il voit qu'il prend une claque, il dit ah, on va faire la paix, on va faire la paix. Le temps de se renforcer pour pouvoir recommencer de plus belle. C'est exactement ce qu'ils font. Et en 1910, l'imam Saïd Yahvé ibn Mohamed, le voilà notre imam, voilà, Saïd Yahye ibn Mohamed conquiert Sanaa et tente de chasser les Turcs. Pour deux raisons. D'abord, ils sont d'une extrême violence et deuxièmement, ils n'ont rien fait pour le Yémen. Notamment, ils n'ont pas développé comme ils l'avaient prévu. Et surtout pas cette fameuse route ou ce chemin de fer de Hodeïda à Sanaa. Alors, c'est toujours encore un sentier de chèvre. Or, c'est ennuyeux parce que toutes les marchandises pour Sanaa viennent du port de Hodeïda et transitent donc par un sentier de chèvre. Ce n'est pas très pratique sur le plan économique. Mais la présence turque est maintenue et elle est plutôt favorable aux Juifs et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Voilà, on en était là et on continue, si vous voulez bien. Alors, le Yémen, je me redis, désolé, c'est Alzheimer, je me répète un peu, mais c'est un assemblage vraiment incohérent de provinces, toutes plus ou moins indépendantes les unes des autres, et qui guerroient entre elles très souvent, qui s'associent contre les Turcs
Enfin, c'est un pays très difficile à gouverner. Et les Turcs règnent là et c'est l'imam qui encaisse les impôts. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a plein de lois. Nous allons voir ça. L'échiquier politique est d'une extrême complexité. Et dans cet échiquier, la situation des Juifs, elle est catastrophique. Je m'explique. On applique au Yémen le droit turc. Ça, c'est logique, puisque c'est la puissance dominante. Mais également le droit tribal et le droit religieux. Et nos pauvres Juifs, là-dedans, sont soumis à 50 maîtres différents et une centaine de lois différentes. Alors, c'est très compliqué pour eux. Leur situation est très dure. Elle est tout à fait lamentable. Par exemple, à Sanaa, la capitale, le droit turc autorise les Juifs à aller et venir à leur guise, passer dans la ville, sortir, voyager, aller dans les villages environnants, etc. Ça, c'est le droit turc. Oui, seulement il y a le droit local. Il y a le droit local, le droit coutumier, des mœurs anciennes qui limitent considérablement les déplacements des Juifs, et ces lois ne sont pas écrites, elles sont transmises par tradition, mais on les respecte profondément, et surtout aux yeux des Arabes yéménites, les Juifs, le Juif, c'est une créature inférieure, donc ces lois tribales sont appliquées, c'est pratiquement un non-humain, et nous l'avons déjà vu, et nous allons y revenir tout à l'heure. En dehors du quartier juif, donc voilà, le droit turc autorise tout, mais il y a la coutume. En dehors du quartier juif, il est interdit aux Juifs de porter des habits blancs ou de couleur. Il est aussi interdit de porter une robe longue. La robe courte est obligatoire sur des pieds nus. Or, vous voyez l'image d'un homme avec une longue chemise, les pieds nus et les jambes nues, c'est un côté ridicule, c'est un côté méprisable. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut humilier le Juif en permanence. On ne va pas le tuer, on veut l'humilier. Ça, c'est l'objectif. Donc, pas de robe longue, sur la tête un bonnet noir qui laisse absolument apparaître les péotes, les simanim, sur les côtés. Vous allez voir jusqu'où ça va aller, puisque un certain nombre de Juifs yéménites étaient partis travailler en Égypte un certain temps. Et en arrivant là-bas, ils ont coupé leurs péotes. Quand ils reviennent au Yémen, les Arabes les obligent à coudre des péotes sur leur bonnet noir pour qu'ils aient vraiment l'aspect, vu du point de vue musulman, l'aspect ridicule des autres Juifs. Donc, ils cousent une natte de cheveux sur leur chapeau et on le leur impose. Voilà. Il est interdit de monter une bête en ville, un âne ou un cheval, ça nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Et donc, pour aller au marché, les Juifs de Sanaa vont faire 6 km aller et 6 km retour tous les jours à pied, dans la poussière, dans la chaleur, il fait très très chaud quand même, en hiver dans le froid. Et voilà, ça leur est imposé parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Le Shem Tov va faire une balade et il invite le grand rabbin à monter dans sa carriole et le grand rabbin lui dit « Mais tu veux me faire lyncher? Tu veux me faire tuer par les Arabes? Toi, tu peux, tu es un invité, tu es un étranger. Si je monte dans ta carriole, je vais me faire assassiner. » On est en 1910. C'est quand même une situation tout à fait dramatique. Voilà. Alors, tous les jours, des petits Arabes tirent sur les péotes des Juifs, et puis les Juifs, eh ben, ils rigolent, ils font mine de s'amuser, parce qu'ils n'ont surtout pas le droit de réagir. Ils sont constamment humiliés, sans aucune possibilité et droit de réaction. À force, évidemment, ces Juifs perdent toute dignité, tout respect d'eux-mêmes. Et pourtant, on a vu qu'ils vont garder énormément d'espoir. Mais c'est dans un registre différent, c'est dans le registre plus mystique. Ça, nous ne le verrons pas ce soir, on le verra la prochaine fois. Ce sera le dernier cours sur le Yémen. Mais dans la vie quotidienne, ils perdent totalement le respect d'eux-mêmes parce qu'ils sont constamment humiliés, qu'ils n'ont aucune possibilité de réagir. Il n'y a pas de justice pour eux. Tous les tribunaux sont dominés par la loi islamique. Le témoignage du juif n'est pas admis. C'est le principe des tribunaux islamiques.
Et il y a toute une série d'histoires que nous raconte Shem Tov, que je ne vais pas vous raconter, sur des injustices commises dans les tribunaux, des injustices criantes, mais il n'y a aucune possibilité de recours. Tant qu'il n'y aura pas de tribunal civil au Yémen, il n'y aura tout simplement pas de justice. Il y a aussi des injustices tout à fait officielles. Par exemple, le juif paye tous les impôts, mais il n'a aucun droit. Dans une ville comme Sanaa, où il représentait, jusqu'en 1904, après la situation est un peu différente, entre 15 et 20% de la population, ils n'ont aucun représentant au conseil municipal ou à la fédération, ou dans quelques groupes qui gèrent la ville, il n'y a aucune représentation juive. Par contre, le juif paye 5 fois plus de patentes que le musulman. La patente, c'est l'impôt pour les commerçants. 5 fois plus. Et pourtant, il ne gagne pas grand-chose. Et il n'a évidemment aucune possibilité de réclamer. Ça, ce sont des injustices tout à fait officielles qui sont inscrites dans la loi de la ville de Sanaa. Le quartier juif est pas mal habité en 1910, mais totalement ruiné. Le soir, c'est l'obscurité totale parce que les Yéménites, les Arabes, ne jugent absolument pas nécessaire d'installer la moindre lanterne dans les rues du quartier juif. Rappelez-vous que le quartier juif, il est extérieur, il est à côté de la ville de Sanaa, et il a été clôturé par un mur pour les protéger des pillards. Bien, donc quartier un peu extérieur, il n'y a aucune lumière. On ne fait rien pour les juifs. Ça va beaucoup plus loin. Il n'y a pas de voirie. Il y a des balayeurs à Sanaa qui vont balayer le quartier turc ou le quartier musulman, le quartier des Arabes yéménites, mais jamais le quartier juif. Le nettoyage du quartier juif incombe aux Juifs eux-mêmes, à eux de se débrouiller pour balayer chez eux. Et ils ne se plaignent pas. Et pourtant, ils sont humiliés encore beaucoup plus loin que ça. Il n'y a aucun service de vidange dans le quartier juif. Il y en a dans les autres quartiers. Mais on ne vidange pas les fosses septiques dans le quartier juif, à eux de se débrouiller. M'excuse, ce n'est pas très ragoûtant, mais ça montre le degré de mépris, d'abaissement auquel on mène les Juifs du Yémen. Et dans tout ça, la présence turque serait plutôt bienfaitrice. Il y a un semblant, vraiment un semblant de justice appliquée pour les Juifs par les Turcs, dans la mesure où ça ne les met pas en opposition avec les musulmans. Donc, dans un souci de calme et ce qu'on appelle en hébreu d'Arké Shalom, les chemins de la paix, on va se défausser de la justice sur le dos des Juifs pour ne pas mécontenter les musulmans. Et pourtant, il y a des Turcs qui sont tout à fait conscients de l'intérêt de s'occuper des Juifs. Et nous avons le point de vue exposé par un cadre turc anonyme et qui dit la chose suivante. Si les Juifs étaient civilisés, ottomanisés, respectés et honorés, ils seraient d'excellents auxiliaires pour la pacification du Yémen. Ça, c'est quand même très intéressant. Alors, c'est une opinion. On a cette lettre, c'est un membre de l'équipe dirigeante du Yémen, mais on n'a pas son nom. Sauf que ce ne sera pas appliqué. Voilà, on sait ce que le juif pourrait apporter, mais on n'ose pas trop. Ça va plus loin. Un fonctionnaire dit, c'est plus actuel, hein, je vous le précise tout de suite, hein, Juifs et Turcs sommes naturellement amis. On est 100 ans plus tard, c'est un petit peu une autre ambiance aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, Juifs et Turcs sommes naturellement amis et nous avons un ennemi commun, l'arabe. Alors, pas oublier que les Turcs sont des Ottomans, comme les Iraniens sont des Perses, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans, soit chiites, soit sunnites, mais ce ne sont pas des Arabes, ce sont ou des Perses ou des Ottomans. Donc, effectivement, il y a une rivalité avec les Arabes. Voilà ce qui est dit à cette époque-là. Nous avons un ennemi commun, l'Arabe. Les choses changent. Alors, encore une fois, dans un souci de calme,
les Turcs ferment souvent les yeux sur les exactions des Arabes contre les Juifs. La situation n'est franchement pas sympathique à Sanaa. Mais elle est bien meilleure que dans les communautés des villages des montagnes, si c'était possible. Et je vais vous raconter les villages des montagnes. Dans ces villages, il y a évidemment la domination turque, nous l'avons vu, mais il y a un imam, toujours. Et ce n'est pas le même malheur, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile. Ces Juifs disent de Sanaa, les Juifs des montagnes disent, c'est le Gan Eden à Sanaa. Ici, c'est l'enfer. Imaginez-vous, le Gan Eden à Sanaa, avec tout ce que je viens de vous raconter, ici, c'est l'enfer. Et de fait, dans ces villages, on ne tue pas le Yahoudi, le Juif. On ne le tue pas. Pourquoi? Parce que c'est un crime et que ça amènerait des malheurs sur le village. Mais par contre, on lui fait subir toutes sortes de souffrances et de vexations en permanence. Par exemple, s'il est réquisitionné pour faire un travail pour le village, il doit courir immédiatement, à n'importe quel moment. Et même s'il est en plein milieu de sa tefila, il doit courir tout de suite. Et s'il ne vient pas assez vite, on lui arrache son talit et ses tefilines pour qu'il se mette au travail. Alors, parce qu'il a tardé un peu. Alors, après le travail qu'on lui fait faire, il rentre sans salaire. L'arabe le payera plus tard, quand il aura envie et ce qu'il aura envie. Donc, c'est une précarité absolue. Parfois, les Juifs sont de simples serfs, pratiquement des esclaves. Hommes, femmes, enfants sont au service de tous les paysans du village. À la moisson, alors, c'est le système qui prévaut. À la moisson, ils auront une quantité de blé ou d'orge et de sorgho selon un principe soigneusement établi par la loi du Tagout. Voilà la loi du Tagout. En gros, et simplement, le Tagout, c'est que le journalier juif reçoit 1/40 de la moisson. Et ces céréales, il va les stocker chez lui et lui permettront de nourrir sa famille pendant toute l'année jusqu'à la prochaine moisson. Sauf que cette loi du Tagout n'est plus respectée et on se satisfait de donner aux Juifs quelques poignées de céréales, quelques kilos de céréales, et il repart satisfait. Il se débrouillera pour faire vivre sa famille avec ça jusqu'à la prochaine saison. C'est vraiment une horrible précarité, c'est affreux, parce que ça, c'est l'aliment de base. Voilà, alors on fera suffire et on nourrira la famille comme on peut, avec cette maigre récolte. Évidemment, cette misère provoque un effondrement moral et intellectuel de cette communauté qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de capacité de réagir. Ils sont hagards, ils sont tétanisés et ils disent la fin, ils disent attendre la fin du Djalout. Le Djalout, je vous rappelle, c'est la galoute. Ça, c'est leur espoir. C'est ça qui les fait tenir pendant des siècles quand même, l'espoir de la fin de la galoute et de la venue de Mashiach. Vous savez que l'arrivée des Juifs yéménites en Israël s'est faite sur l'idée du vol d'un aigle aux ailes d'acier et qui nous amène Mashiach. Ça, c'est une toute autre histoire. Alors, ils sont très, très apeurés, ces Juifs. Ils craignent tout et tout le monde, et ils craignent même les Juifs qui viennent les contacter pour essayer de les comprendre. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des raisons à ça aussi. Mais parfois, quand on arrive à les apprivoiser, c'est vraiment le terme à utiliser, à les amadouer, à les mettre en confiance, ils répondent pourquoi ils ne partent pas en ville. Et voilà la réponse. On a l'habitude d'être ici, on a nos maisons, on a notre synagogue. Et est-ce qu'on sera vraiment mieux ailleurs? Est-ce qu'on est tellement sûr que la situation soit meilleure ailleurs? Nous devons souffrir car c'est la volonté de Hachem. Voilà. Ça, c'est ce qui recouvre toute la misère du peuple juif dans toutes les diasporas, pas seulement au Yémen. C'est la volonté de Dieu et il faut s'y soumettre, point.
si seulement il voulait nous ramener en Eretz Israël. C'est l'espoir permanent, sous-jacent, récurrent de cette communauté. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres diasporas. Et moi, je viens d'une diaspora où l'espoir de retour en Israël se limitait à l'Shana Haba Yerushalayim, au Seder de Pessah. Et c'était vide de contenu. Là, non, pas du tout. C'est un véritable espoir qu'ils ont chevillé au corps et qui les maintient pendant des siècles. Voilà. Alors, d'autres disent, nous, on veut se réaliser, on veut partir en Israël, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et nos amis là-bas nous disent de rester ici car ils souffrent trop. Alors, c'est terrible. Je vous ai déjà raconté l'arrivée des premiers Yéménites 1910-1915, et même déjà avant, il y en avait déjà avant. On les a fait venir pour avoir des Juifs arabes pour travailler. Ils ont été très, très malmenés. Et ça se sait. Il y a du courrier. On écrit, ils disent, notre famille là-bas disent qu'ils souffrent terriblement. Donc, on ne sait même pas si on doit partir. Alors, ça, c'est une possibilité. Dans d'autres cas, ce sont les Arabes tout simplement qui leur interdisent de partir. Ils sont littéralement otages dans leur propre pays. Parfois, ils sont tellement abrutis de misère qu'ils ne peuvent même pas imaginer une autre vie. Sinon, grâce au miracle de Mashiach, évidemment. Leur douleur est naturelle, elle est intrinsèque, elle naît avec leur naissance et c'est tellement injuste tout ce qui se passe. Il y a des cas où le chef du village ne demande pas d'impôts. Et puis il y a des cas où des Juifs payent des impôts à 2 ou 3 maîtres différents, c'est-à-dire qu'on triple les impôts. C'est aléatoire, c'est hypothétique. Et rien ne peut se construire si on ne sait pas où on met les pieds, et les situations sont vite changeantes, donc on est dans la précarité absolue. La situation matérielle des Yéménites, en règle générale, est médiocre, et celle des Juifs est encore pire. Alors, de quoi ça vient? Des guerres, des révolutions ont littéralement ruiné le pays, dépeuplé une partie du pays parce que beaucoup de gens sont partis, des terres sont en jachère, des terrasses de production de fruits et de céréales ont été abandonnées, et puis en plus, il faut dire que le paysan yéménite est assez paresseux. Et il dit bien, c'est l'Orient, n'oublions pas, c'est le farniente de l'Orient. Alors, la nature est belle, on a du bon air, il s'assoit devant sa maison et il fume une longue pipe dans laquelle il fume du tabac des montagnes, ça ne coûte rien, ici sur des plantes qu'on ramasse. Et de toute façon, le juif fera le boulot. On va le réquisitionner et il fera le travail. Ce yéménite musulman est peu vêtu, mais il s'en fiche. Il est mal nourri, ça lui importe peu. Il a le soleil, il a les oiseaux, il a le bon air et ça suffit. Et le juif fera le travail autant qu'il sera nécessaire. Donc voilà, il a des gens taillables et corvéables à merci, sans aucun autre problème. Alors, comment est-ce qu'ils vivent, ces juifs? À Sanaa, on dort sur un mince matelas, une espèce de paillasse, et une peau de mouton. C'est le grand confort. Alors, il fait froid. Mais à la campagne, on dort à même le sol de terre battue et dans un sac dans lequel on se glisse, on se déshabille le soir et on se glisse et on le ferme jusqu'au cou, on le ferme bien pour se protéger des punaises, des insectes et des moustiques et de tout ce qui peut perturber le sommeil. On rentre dans ce sac bien fermé par le lacet. Quant aux nourrissons ou aux petits-enfants, c'est la même chose, ils vont dormir avec leur mère dans un sac et un lacet, à même la terre battue. On est en 1910. Ce n'est pas dans la haute préhistoire. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de lit. Les ustensiles de cuisine, c'est quelques terrines,
et quelques cruchons en terre cuite, quelques paniers. Pas une seule pièce de métal, pas un seul objet en faïence, ni fourchette, ni cuillère, ni couteau. On mélange la soupe dans un ustensile en terre cuite avec un morceau de bois, et c'est le canif du père qui sert à couper tout ce qu'il faut couper dans la maison. Donc c'est vraiment très, très, très primaire. La nourriture, elle est à l'avenant. La base, c'est du pain de sorgho qu'on trempe dans une sauce piquante, très piquante, qui s'appelle le helbé. Alors, cette sauce, on va la voir souvent. Voilà, le helbé. Sauce rouge à base de piment, etc., que nos palais délicats ne supportent pas très bien. Mais bon, c'est ce qu'on mange, du pain yéménite trempé dans ce helbé. Comme boisson, toujours l'infusion d'écorce de café qu'on appelle le kisher et qu'on boit jour et nuit. Voilà, ça, c'est l'alimentation de base pour tous les jours. Point. En ville, on boit de l'araki, de l'alcool de raisin sec, et ça, c'est pour la ville. Maintenant, en ville comme à la campagne, on recherche avec frénésie de manger du beurre fondu. Et ça, c'est une histoire intéressante. Le beurre fondu, on le mélange au quicher parce que ça donne de la force. Mais on fait tout à fait autre chose encore avec ça. On le verse sur la tête et sur le corps pour acquérir de la résistance. Et les vêtements sont tellement imprégnés de ce beurre fondu que quand on voit les tissus, on dirait que c'est de la toile cirée. Et peut-être que ça protège aussi des piqûres d'insectes, etc. Je ne sais pas. Ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est la tradition yéménite, encore au début du XXe siècle. Maintenant, les vêtements ne protègent pas, c'est du froid, on est dans la haute montagne, il fait vraiment froid en hiver, et on porte par-dessus les vêtements une fourrure. Alors, selon le froid, les poils, la fourrure elle-même est tournée vers l'intérieur ou vers l'extérieur du manteau. Donc, le manteau, il est réversible. Ça, c'est bien. Mais dans ce froid, on peut voir les enfants qui se promènent juste avec une chemise, pieds nus, qui grelottent et qui ne sont pas mieux couverts pour autant. Alors, comment, avec toutes les persécutions, avec les maladies, avec les conditions climatiques épouvantables qu'ils supportent, comment est-ce qu'ils ont réussi à se perpétuer? C'est tout le mystère de cette communauté yéménite. C'est la volonté de ce juif, sa morale, son acceptation des épreuves. Tout vient de Dieu, avec comme but quand même ces épreuves, d'avoir une meilleure vie, mériter une meilleure vie par les épreuves qu'on subit, et l'espoir de Mashiach et du retour en Eretz, c'est sur ces éléments, donc de pure piété, naïve, profonde, pleine d'espoir, qui les a fait résister pendant des siècles d'opprobre et de mauvais traitements par leurs voisins arabes. Et de fait, le Yémen est considéré par l'islam comme une terre sainte. Donc, si des Juifs sont ici, c'est parce qu'on a la bonté de les tolérer. Et pourquoi on les tolère? Parce que ce sont les Juifs qui fabriquent tous les objets usuels du quotidien dont les Arabes ont besoin. C'est eux les artisans, ça nous l'avons déjà vu, c'est leur métier de base. À Sanaa, en 1910, Sanaa et sa grande région, sur 12 026 Juifs recensés, 3 300, je vous passe les détails, 3 281 exactement, chefs de famille sont des artisans. Il y a 500 boutiquiers ou colporteurs et 270 juifs qui sont soit professeurs, soit rabbins, soit sophrim, soit domestiques, soit bouchers, etc. Donc, une majorité d'artisans. Ils exercent tous les métiers. Seulement, il y a une très grande crise dans le travail manuel suite à ce qui s'est passé en 1904 et les meilleurs artisans sont décédés. Et du coup, sur 107 tisserands qui étaient présents à Sanaa en 1904, il n'y en a plus que 7.
sur la totalité du travail de forgeron qui était exécuté par les Juifs à Sanaa en 1904, il reste 3 forgerons et qui ne travaillent pas sur place. Ils vont à la campagne, travaillent pour les paysans de la campagne et rentrent uniquement pour les fêtes. Beaucoup de familles, alors il n'y a pas de corporation. Le savoir se transmet de père en fils. Et très souvent, les pères étant morts, il n'y a plus de succession dans le savoir-faire de ces artisans. Et du coup, le métier disparaît avec eux. Il y a aussi un autre problème, c'est que ces artisans ne font pas un travail aussi soigné, c'est ce que nous dit Shem Tov, ils ne font pas un travail aussi soigné que les artisans européens. C'est vrai. En Orient, on est un petit peu moins tatillon. Mais pour autant, il reconnaît que c'est le travail d'ouvriers extrêmement expérimentés, mais qui travaillent avec un matériel très, très ancien et très primaire, très basique. Leur matériel est primitif au possible, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par contre, il y a un domaine où ils sont extrêmement doués, et c'est un domaine que vous connaissez tous, c'est la bijouterie. Ils ont des doigts de fée pour créer toutes sortes de bijoux en argent, en filigrane. Alors après, c'est une question de goût, chacun aime ou aime plus ou moins, mais ils ont vraiment un talent de bijoutier. Alors, Yom Tov Semar fait des suggestions. Les enfants gagnent quelques sous en puisant de l'eau ou en faisant des courses. Il faut les éduquer pour qu'ils aient un bon gagne-pain. Bon, c'est primaire, c'est basique. Mais voilà les propositions concrètes qu'il fait. Parce que, il faut que je précise, le niveau général, le PIB, si on peut dire, du Yémen est en train de monter après 1904. Les Anglais sont à Aden. Ils animent un commerce extrêmement important. Il y a des retombées sur l'arrière-pays, jusque dans les montagnes. Donc, le niveau général remonte doucement, pas vite, doucement. Dans les villes, il y a une petite bourgeoisie arabe qui est en train d'apparaître. Et à Aden, il y a une énorme bourgeoisie arabe et européenne. Donc, ces gens, maintenant, veulent des meubles. Ah ben c'est bien, les meubles. Donc, SEMA propose, on pourrait créer des meubles sur place pour la population turque et arabe. Il y a de plus en plus de fonctionnaires du gouvernement turc qui ont un bon salaire et qui ont un niveau de vie de plus en plus élevé. Il faut très peu de choses pour fabriquer des meubles. Quelques plans de meubles, plans de chaises, de tables, d'armoires, etc. Quelques outils et de la colle forte, parce que figurez-vous que le Yémen ne connaît pas la colle à bois. Or, la colle à bois, ça existe depuis très, très longtemps, ça existe depuis avant la Renaissance déjà. En Europe et au Yémen, on ne connaît pas la colle à bois. Même pas de la colle blanche, mais la colle à bois qu'on faisait chauffer sur le fourneau et qui permettait de fabriquer des meubles très costauds. Donc, il faut amener de la colle pour qu'on puisse fabriquer des meubles. C'est curieux, c'est intéressant parce que on n'imagine même pas le niveau d'arriération de ce pays. Et cette fabrique de meubles serait un avenir pour les Juifs si les Juifs apprennent à bien travailler. Ils pourraient avoir de l'avenir. Mais ils ont aussi de l'avenir dans la forge. Ils sont forgerons, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les forgerons faisaient des choses très simples. Là, maintenant, ces bourgeois yéménites ont une demande de grilles pour protéger les maisons. Il faut mettre des barreaux aux fenêtres. Ça, c'est un travail particulier qui pourrait être intéressant. Il pourrait également être tailleur de pierre. Tellement de maisons ont été détruites, il faut de nouveau tailler des pierres. Ils savent le faire pour participer à la reconstruction. Et puis surtout, il y a de très bons maçons juifs qui pourraient, eux également, trouver, s'ils ont un peu d'énergie, trouver une activité un peu plus rémunératrice dans ce pays. L'école que nous construirons, écrit Semar, sera entièrement réalisée par les Juifs. Ça servira d'exemple pour leurs frères et pour leurs enfants, pour encourager les jeunes à apprendre un métier.
il y a d'autres domaines où on pourrait travailler. Au lieu d'importer des chaussures de Constantinople, les cordonniers pourraient fabriquer les chaussures sur place. C'est un homme qui est plein d'idées, plein de pistes de recherche pour essayer d'améliorer le sort des Juifs au Yémen. Pareil pour les tailleurs, ils pourraient fabriquer sur place des costumes ou des robes au lieu de s'appliquer uniquement à coudre du fil de soie sur des pantalons importés de Constantinople. En bref, l'élévation du niveau de vie de ce pays serait une formidable opportunité pour développer les qualités artisanales des Juifs qui les amèneraient à avoir une meilleure situation pour leur gagne-pain. Il y a encore un autre domaine qu'il faudrait leur enseigner, parce que là, ils ne savent rien, c'est le maraîchage. Il y a beaucoup de maraîchage, il y a beaucoup de terrains, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui étaient abandonnés. Il y a plein de terres agricoles qu'on peut exploiter. Si les Juifs savent faire du maraîchage, ils pourront travailler dans ce domaine-là également. Voilà. Alors, dans les 40 dernières années, donc entre 1870 et 1910, depuis que les Turcs sont là, quelques Juifs sont rentrés dans le commerce, mais enfin, ils ne sont pas très brillants, hein, ils ne sont pas très, très compétents. Ils vendent avec des toutes petites marges en faisant du porte-à-porte, ça ne va pas très, très loin. Et ils n'arrivent pas à monter parce qu'ils n'ont pas de capitaux. Or, au Yémen, au début du XXe, il n'y a aucun système bancaire. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de traite. Et ceux qui s'en sortent finalement les mieux sont les tout petits boutiquiers parce que ça tient plus du troc que de la vente. Donc, ils s'en sortent presque mieux. Conclusion de Semach, il faut à la tête de la communauté un chef jeune et dynamique, à l'esprit ouvert pour enseigner, mais surtout pour conseiller ses frères comment faire pour améliorer leur situation matérielle. Avec un tout petit fonds d'argent, on pourrait aider des artisans ou des ouvriers à démarrer leur situation. Voilà les pistes de travail que Semach écrit dans son rapport. Maintenant, je voudrais vous parler de tout à fait autre chose, c'est la famille juive. Alors, le vendredi soir, on est dans tout autre domaine, voir comment ils vivent. Vendredi soir, 2 heures avant la nuit déjà, on vient chercher Semach pour aller à la synagogue. Et il passe tout de suite chez son propriétaire qui s'appelle Maouda. Maouda. La maison habite Semach appartient à monsieur Maouda. Pas très important, mais je vous ai noté le nom à tout hasard. Il est en train de remplir la lampe à pétrole, préparer les lumières pour Shabbat et les bougies sont déjà allumées. Il se change, il met une robe blanche, un talit blanc rayé de noir et une mitre grise, un chapeau comme ça, gris, à la place de son bonnet. Il est méconnaissable, Maouda. C'est le prince de Shabbat. Il est méconnaissable. Alors après la tfila, il y a le kidouche à la maison, chez M. Maouda. Puis les femmes ne sont pas contentes, elles font la tronche, elles font la tête, elles refusent de venir. Alors Maouda se fâche, vraiment, mais qu'avec des mots. Et tout le monde vient. Voilà. La femme, la mère, les filles, la tante, toutes les femmes de la maison, elles ramènent leur mouchoir à carreaux sur le devant du visage pour se cacher de l'étranger. Il y a ces marqués là. Et on fait le kidouche. Et à partir de là, vendredi soir, les femmes ne font plus rien. Elles s'assoient. Et c'est le fils aîné qui fait le service. Et là, il y a un côté respectueux des femmes dans la famille. Alors, on sert de l'araki, des grains de raisin, des fruits, et on bavarde. La famille juive, alors, ce que je vais vous raconter là est quand même à prendre avec un petit peu de doigté, parce que c'est un seul point de vue, celui de M. Semach. Je pense qu'il faudra peut-être un peu le nuancer à l'occasion. La famille juive, dit-il, est extrêmement unie. Le maître commande, mais avec douceur. Et peut-être pas toujours comme ça non plus. Je peux m'imaginer ça. Et il est obéi. Il y a parfois des disputes, mais elles sont extrêmement rares. Plusieurs femmes vivent sous le même toit.
son épouse, bien sûr, sa mère, la grand-mère, la belle-mère, les tantes, les filles qui sont déjà veuves, ça arrive aussi, et les petites filles. Et tout le monde s'entend très bien. Je veux bien, il n'y a peut-être pas de tradition de la belle-mère et de la belle-fille là-bas, mais je ne sais pas. Par contre, ces femmes, dit Semar, elles n'ont pas le temps de s'engueuler parce que c'est une vie de travail. Elles n'ont vraiment pas le temps de se quereller. Elles se lèvent à 2 heures du matin. Quand on appelle les hommes pour la choule, elles se lèvent pour se mettre au travail. Et qu'est-ce qu'elles font? Jusqu'à l'aube, elles cousent des chemises pour les paysannes, elles brodent des kerkouches. Je ne sais pas ces bêtes-là. Je pense que nos amis séfarades savent ce que c'est un kerkouche. C'est un bonnet brodé que portent les femmes. Donc tout ça, ces femmes le font au bénéfice des femmes arabes et elles vont le vendre. Elles appliquent des fils de soie sur des pantalons, parce que les gens ont des pantalons, et comme ça, elles brodent, elles travaillent, elles cousent jusqu'à l'aube. Dès qu'il fait jour, on éteint la lampe et on attaque le ménage. Alors, ne vous imaginez pas que le ménage, c'est faire les carreaux, il n'y en a pas beaucoup, ou cirer les meubles, il n'y en a pas non plus. Non, on nettoie le blé à la maison. Imaginez-vous la poussière que ça peut faire. Et enlever l'écorce du blé. On nettoie le blé à la maison, on le moud avec un moulin à bras. C'est dur, un moulin à bras. Ce sont des blocs de pierre. C'est comme un grand moulin, mais en plus petit. C'est extrêmement lourd. Et elle tourne le moulin à bras pour moudre le grain. Et on prépare le pain. La cuisine, évidemment, elle est simple. C'est du pain chaud, du quicher, vous savez ce que c'est, du helbé piquant, vous savez ce que c'est, et de la soupe de citrouille. Ça, c'est tous les jours le manger. C'est varié. Voilà. Et puis après manger, retour à la couture jusqu'à la nuit. Et pas un instant de repos. Ces femmes travaillent 15 à 16 heures par jour pour 30 centimes de revenus. À 30 centimes, ça ne nous parle pas beaucoup, mais c'est, pour vous dire, c'est très peu d'argent. Très, 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 très peu d'argent. Et elles travaillent toute la journée. Qu'est-ce qu'elles font avec cet argent? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elles gagnent est à leur bénéfice. Elles vont s'acheter des bijoux ou elles vont s'acheter des habits ou du tissu pour se faire des habits. C'est pour eux. Ce qu'elles gagnent, c'est pour eux. Mais Shabbat, c'est leur jour. Alors, Shabbat, elles s'habillent de propre dès le vendredi soir, mettent un pantalon de soie et puis une belle chemise bleue et elles se reposent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fils aîné qui fait le service. Shabbat matin, elles vont prendre le quicher chez la voisine et on papote. C'est Shabbat, on papote. Ceci le Shabbat matin, pendant que monsieur il est à la tchila. Bien. Et puis il revient manger vers 10 heures, quand le mari est rentré de la tchila. Et puis il est un peu éméché, parce qu'il a bu un petit peu beaucoup, et puis s'est endormi. Et alors là, ces dames repartent se promener dans la rue et restent des heures à bavarder à 10 ou 15 personnes, accroupies sans se fatiguer. Mais ça, on peut le voir dans beaucoup de civilisations, s'accroupir comme ça, s'asseoir sur les talons pendant des heures sans se fatiguer. Moi, je serais tout à fait incapable de faire une chose pareille. Et elles bavardent. Si par hasard elles croisent un homme, immédiatement elles descendent leur foulard, leur mouchoir à carreaux sur le devant du visage pour cacher leur visage et ne montrent que leurs yeux. D'ailleurs, en règle générale, les femmes ne cherchent pas à plaire au Yémen. Elles veulent simplement avoir beaucoup d'enfants pour fixer leur mari, pour s'attacher à leur mari et avoir une grande progéniture. Eh bien, c'est ce qui assure la solidité du foyer. Et pourquoi il faut qu'elle l'attache comme ça? Parce que la polygamie n'est pas interdite au Yémen. Et elle n'est pas interdite dans le judaïsme non plus, en tout cas pas dans le judaïsme séfarade. Elle est interdite pour les juifs ashkénazes depuis Rabbeinu Gershom, on est au Xe siècle, mais la polygamie d'origine est autorisée dans le judaïsme. Elle est autorisée, mais il faut dire que il y a très peu de polygamie au Yémen. Il arrive
qu'un homme épouse une deuxième femme quand sa première femme est stérile. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, donc il amène une deuxième épouse. Mais ce sont des cas rares. En règle générale, il y a très peu de polygamie au Yémen. Alors, c'est la vie des femmes, c'est triste, c'est monotone. Celle des enfants est bien pire. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose. C'est que dans les maisons, les femmes n'emploient jamais de domestique. Pour la bonne raison que la domestique pourrait plaire au mari. Donc, pour ne pas avoir de concurrence dans la maison, on laisse d'autres femmes à l'extérieur. Comme ça, c'est la paix des ménages, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est une vie triste, monotone, mais pour les enfants, c'est bien pire. Et là, il y a quelque chose de terrible que nous raconte Yom Tov Semach. Dans les maisons, il n'entend pas de rire, il n'entend pas de chant, il n'y a pas de ronde, il n'y a pas, les enfants, ils font des jeux qui sont bruyants, rien, c'est le silence. Les enfants ni ne chantent, ni ne rient, ni ne s'amusent. Ils n'égayent pas la maison et ils se posent vraiment la question pourquoi. Et en fait, les enfants sont très tôt initiés à la dureté de la vie des Juifs au Yémen. Et donc, toute velléité de joie est coupée, est arrêtée. Il y a des moments de la vie, il y a de la joie, nous verrons ça tout à l'heure, mais pas pour le moment. Voilà, alors un autre épisode de la vie, la petite voisine qui s'appelle Nadra. Je vous raconte encore ça, vous me laissez un petit quart d'heure pour vous raconter 10 minutes, mais très joli, très, très intéressant. Nadra, c'est la voisine de monsieur Semach. Elle aura bientôt 9 ans. Dès l'âge de 4 ans, elle a appris à broder. Et c'est une bonne ouvrière, 4 ans, elle apprend à broder. À raison de 15 jours de travail par jour, en 4 ans, elle a réussi à économiser 25 francs. Elle est riche. Elle aide au ménage, elle fait des commissions. Et puis, à Pessah, elle a surpris la conversation des parents. Ils vont la marier. Elle a 9 ans. Ils vont la marier. Elle sera bientôt fiancée. Et à partir de ce jour, toutes les femmes de la maison sont pleines d'attention pour notre petite Nadra. Et elle se montre très affectueuse à son égard. Le fiancé, il s'appelle Chelkia. Voilà, Chelkia. Son papa est bijoutier et lui-même, il est bijoutier aussi. Voilà. Et est-ce qu'elle doit être triste? Est-ce qu'elle doit se réjouir? C'est la vie. À 9 ans, 10 ans, on marie les filles. C'est normal. Alors, on discute le montant que Chelkia payera, parce que c'est le mari qui apporte la dot, 60 ou 70 francs, qui serviront au trousseau de la mariée. Et la mariée, le mariage aura lieu quand elle aura 10 ans, et Nadra continuera à travailler. Nadra, elle a un frère qui s'appelle Mencha. Voilà. Un petit frère, il a 3 ans et demi. Il a les cheveux très longs parce qu'on lui a encore jamais coupé les cheveux. Il porte une robe grise rayée jaune. Grise rayée jaune et un long collier de boules jaunes. Ce sont des boules d'ambre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce collier, il va le porter le jour de son mariage. Donc un long collier, puis c'est un petit bonhomme, de boules d'ambre. Voilà. Et au pied, il porte des anneaux de fer. Ces boules d'ambre et les anneaux de fer sont pour lutter contre le Einara, contre le mauvais œil. Il a honte un petit peu de ses cheveux longs, il les cache sous son bonnet. Un kerkouche couvert de pièces d'argent. Ah, c'est joli, il est tout riche. Il est gourmand, ce petit garçon. Et il grignote dans toutes les fêtes, il va grignoter tout ce qu'il peut, puis quand il a bien mangé, il se met dans un coin et il dort par terre. Mais il fait les brachot avant chaque plat qu'il mange. Et le matin, il vient à la tfila avec son papa, il ouvre tout de suite un livre alors qu'il ne sait pas encore lire. Ah oui, mais il sait reconnaître les lettres.
déjà. Il a 3 ans et demi. Et donc, il sait l'alphabet par cœur et il suit la tfila en lisant des lettres. Voilà. Alors, maintenant, ça suffit. Il ne veut plus être une fille. Ça suffit, ses cheveux longs. Et il rouspète, il proteste. Et on fait la fête. On va faire une grande fête et on lui rase la tête, à l'exception des simanim, des péotes qui vont rester sur sa tête. Ça se passe devant la famille, les amis, après avoir bien bu et bien mangé, sauf que quand tout ça c'est fini, il est dans un piteux état. On lui met une calotte où il n'y a plus de piécettes, un kerkouche, mais il n'y a plus de piécettes, c'est pas joli. Une robe bleue, avant il avait une jolie robe grise et jaune, eh ben non, il se sent tout drôle. Et voilà, c'est plus une fille maintenant, c'est un garçon, on lui a coupé les cheveux. Yom Tov nous raconte qu'il a un autre ami qui s'appelle Ibé. Ibé. Voilà, monsieur Ibé. Alors, Ibé, il est élève du METEP, vous savez, cette école un petit peu plus avancée. Tous les vendredis, il se rase la tête. Et 2 fois par semaine, il va au bain chaud avec son père. Ça, c'est intéressant. Il va au bain chaud. Vous avez vu l'état de retard de civilisation que présente le Yémen. Et voilà qu'on nous raconte que 2 fois par semaine, il va au bain chaud avec son père. Et de fait, les Juifs yéménites sont extrêmement propres. Et Semar précise qu'en 3 mois, il n'a jamais rencontré une personne ayant, vous savez, des croûtes de saleté, des infections cutanées, toutes sortes de pruries, des panaries, des plaies qui sont le résultat de la crasse, vraiment de la crasse. Il n'y a pas ça chez les Yéménites. Il n'y a aucune plaie due à un manque d'hygiène. Ça, c'est très remarquable. C'est très remarquable. Et voilà. Et ce brave garçon, là, Ibé, qui va 2 fois par semaine au bain chaud, il est très doux, il est gentil. Et tous les matins, il va à 1 kilomètre pour cueillir des roses parce que Yom Tov Semar aime beaucoup les roses. Donc, il va à 1 kilomètre cueillir des roses sauvages et les lui ramène dans sa maison. Toute la journée, il étudie à l'école, ce garçon. Prière, lecture pieuse, longue station debout à la synagogue ou à l'école. Pas de récréation, on ne connaît pas ça. Aucun amusement. Un soir, à une fête, ça pouvait être une Brit Mila ou quelque chose comme ça, son père a trop bu. Ça fait quand même pas mal de fois que je vous parle de boisson. Hein. Nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Son père a trop bu. Et avec infiniment de respect. Alors, ça n'est pas propre aux Yéménites, ça évidemment. Ça se passe dans beaucoup de civilisations, et spécifiquement chez nous, Kibbutz Avaim, ça veut dire quelque chose. En tout cas, avec infiniment de délicatesse et de respect, il aide son père à se tenir debout, il le raccompagne à la maison. Un père totalement ivre. Donc voilà, il le relève, mais ça n'est pas spécifique non plus du Yémen. Le principe, il est le suivant. Les grands doivent boire. Et Ibé a 15 ans. Il n'est pas encore tout à fait grand. Il sera grand quand il sera marié. Or, dans 2 ans, son père va lui choisir une épouse et il se mariera et il commencera à boire, parce que c'est ça le signe de virilité, et à fumer le narguilé. Je ne vous ai pas parlé du kat, qui est également un élément des adultes, c'est cette drogue douce qu'on mâche à longueur de journée au Yémen. Je vous en avais touché un mot la dernière fois, et ça, c'est une tradition encore contemporaine. Le kat, c'est même une plaie au Yémen contemporain aujourd'hui. Donc, quand il sera fiancé, il commencera à boire et à fumer le narguilé. Et ça, c'est son rêve, à lui comme à ses copains. C'est tout ce qu'on attend, de pouvoir être marié pour être un homme, pour pouvoir boire. Vous me laissez encore un quart d'heure, Johan? Oui, bien sûr, on est là. Alors, je vais vous donner les 3 moments importants de la vie au Yémen pour les Juifs. Ce n'est pas que pour les Juifs d'ailleurs, c'est pour tout le monde et ce n'est pas seulement au Yémen.
il y a 3 grands moments qui rompent la monotonie de la vie quotidienne du juif yéménite: le mariage, la naissance et la mort. Alors, il y a tout de suite une réflexion qui vient à l'esprit. Chronologiquement, c'est la naissance, le mariage et la mort. Mais j'ai dit le mariage, la naissance et la mort. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'abord un mariage. Alors, c'est la poule et l'œuf. Mais nous, on va commencer par le mariage d'abord, on verra la naissance après. Alors, ce sont des occasions, mariage, naissance et la mort, de fêtes bruyantes et qui nous détournent de la réalité quotidienne du juif yéménite. Le mariage, vous en avez déjà touché un petit mot. Après avoir choisi la fiancée, donc on a notre petite Mencha qui a été choisie, il y a les préparatifs. Alors on achète le blé qu'on va laver, sécher et moudre. Et puis des pépins et des pois qu'on va griller. Faire un tas de choses pour manger. Et quand tout est prêt, d'abord le manger, on fixe la date du mariage. Bien. Les habits de fête sont loués. Le mariage commence un vendredi soir dans une pièce toute décorée avec des tissus imprimés, des toiles imprimées, des fruits, des œufs d'autruche vidés et des bougies. On mange, on boit jusque très tard dans la soirée, vendredi soir. Le fiancé est installé sous une guirlande de fruits et il porte une espèce de djellaba, une robe noire brodée de fils d'or. On a loué ça. Au cou, il porte un anneau de fer. Vous savez l'anneau de fer que le petit bonhomme il avait au pied? Il l'a au cou contre le mauvais œil. Et il porte également son collier d'ambre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui doit le protéger du mauvais œil. Depuis qu'il est enfant, il porte ce collier d'ambre. Et en plus, il y a plein d'amulettes. Tout ça, ça va protéger le foyer. Le Shabbat, vendredi soir. Shabbat, ce sont les mêmes personnes qui viennent, c'est le même repas, et tous les soirs jusqu'au mardi soir, c'est comme ça. Les amis et les parents viennent faire la fête chez le fiancé, sauf que chacun amène son repas. C'est quand même pas très riche, donc chacun amène son frichti, mais on mange ensemble et on fait la fête ensemble, on chante et on boit. Mardi soir, c'est la grande fête chez la mariée. Alors, on frappe des plateaux de cuivre l'un contre l'autre et on commence à peinturer la fiancée avec du henné et de la teinture noire pour cacher la couleur des pieds et des mains, parce que les pieds et les mains sont découverts par définition, or on ne doit pas les voir. Donc, on les couvre d'une épaisse couche de henné et de peinture noire pour faire disparaître la couleur de la peau sur les mains et sur les pieds. Et au-dessus du pied, on fait des dessins très compliqués avec du henné, des arabesques, des choses très, très subtiles comme dessin. Nous verrons qu'après, on va faire encore un autre type de dessin, ce sont des dessins kabbalistiques. Voilà, ça c'est mardi soir. Mercredi, jour des cadeaux. Alors écoutez bien les cadeaux parce que c'est très important pour la suite. Mademoiselle, la fiancée, je rappelle qu'elle a 9 ans, reçoit un caleçon, un pantalon avec des jambières brodées. Un joli cadeau. Un mouchoir de tête, une paire de pantoufles noires grossières pour marcher dans la rue. On a parlé de ces pantoufles tout au début quand on parlait du Yémen. Grosses pantoufles, une espèce de galoche pour marcher dans la rue. Et un bol en cuivre avec un bout de savon de ménage, un peigne en bois, écoutez bien et retenez, un œuf et un peu de coton. Bizarre. On va voir à quoi ça sert. Alors, dès qu'on lui a offert son pantalon, elle met son nouveau pantalon brodé qu'on vient de lui offrir et on la coiffe avec un peigne. On lui rase les cheveux autour du front, c'est-à-dire juste comme ça, devant, pas derrière, juste devant. On lui rase les cheveux
et on la soumet à l'épreuve du coton. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est-à-dire, on casse l'œuf, écoutez ça, c'est quelque chose d'incroyable. On casse l'œuf et on lui enduit le visage avec le blanc d'œuf. Et puis sur ce blanc d'œuf, on va appliquer le coton. Et à ce moment-là, elle prend l'une après l'autre 3 bougies allumées et les éteint très rapidement sur la peau. Elle les écrase sur sa peau. Et quand elle a fait ça, il y a des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'on enlève le coton n'a pas collé. La chaleur de la bougie doit faire durcir l'œuf, le blanc d'œuf, et donc coller le coton sur la joue. Seulement, elle a été habile, c'est allé très vite, le coton ne s'est pas collé et on pousse des cris de joie. Pourquoi? Parce que le coton qui ne s'est pas collé est la preuve, c'est un signe qu'elle sera une femme respectueuse et obéissante. Ah ça me convient, hein. Je n'ai pas encore trouvé. Une femme respectueuse et obéissante et heureuse dans son mariage. Une très curieuse tradition. Petite fille de 9 ans, on va lui coller des bougies allumées sur la joue. C'est un peu spécial. Mais voilà, c'est bon signe. Une jeune femme respectueuse, obéissante et heureuse en mariage. Après ça, on lui lave le visage avec le morceau de savon dont on a parlé tout à l'heure et avec un pinceau, on lui fait des dessins kabbalistiques sur le front et sur les joues avec du henné. Donc, on décore tout le visage, mais là, il s'agit vraiment de dessins très particuliers, et des figures kabbalistiques que je ne connais pas. Et puis, elle revêt une robe chamarrée et un bonnet brodé. Le père vient saluer sa fille et les femmes mangent et boivent du quicher. Le lendemain soir, c'est la fête des hommes. Ça fait quand même 4-5 jours là qu'on fait la fête. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Hein. Des chants, des danses, et le rabbin enduit lui-même les mains et les bras du fiancé avec une épaisse couche de henné, et la mère fait la même chose avec les jambes et les pieds. Pareil, pour le fiancé, il ne faut pas voir la couleur de la peau. Donc, on le couvre de henné, mains et bras, jambes et pieds. Ça, c'est dans l'après-midi. Et le soir, les invités viennent chez le marié, qui leur montre ses bras et ses jambes. Vous voyez, voilà, je suis prêt. Et en procession, avec des bougies en main, on va dans la maison de la future mariée pour le repas de noces. Repas de noces qui est constitué d'araki, de fruits, et puis après, sur des tables basses, il y a des plats de viande et du pain yéménite. Le marié dit les brachot, et on trempe le pain dans notre chelbé, notre sauce bien piquante, on mange la viande à pleines dents, tout le monde pioche dans le même pot, il n'y a pas de couvert, vous le savez, et c'est le repas de noces. Le repas terminé, on retourne chez le marié qui se change et s'habille de blanc. Il s'habille de blanc et c'est le rabbin qui l'habille. Il enfile une robe blanche. La mère met du kohl sur ses paupières, donc une espèce de peinture noire sur les paupières, et on retourne chez la fiancée pour les kiddushin. La fiancée, elle est enfermée dans un grand placard avec sa mère. Placard fermé. Le rabbin et le fiancé disent le kiddush, et à ce moment-là, la fiancée sort sa main par la porte entrouverte, la paume ouverte, et le fiancé lui met 2 piastres dedans. C'est l'acte de kinyan, l'acte d'achat de son épouse. Ça, c'est décrit, c'est l'halakha. On procède un peu autrement chez nous, mais voilà, l'acte d'achat, puis vite, elle rentre de nouveau la main dans le placard et on referme le placard. À ce moment-là, on lit la ketouba et on ouvre le placard. La fiancée reçoit la ketouba là où sont écrits tous tes droits. Donc, il y a une vraie reconnaissance d'une autorité, d'un droit, un certain nombre de droits pour la fiancée. Et puis, chacun rentre chez soi. Le marié chez lui, la mariée chez ses parents. Le lendemain, c'est vendredi, on fait la tfila chez la mariée
et après, on conduit les époux chez eux. Les femmes sont habillées de... Alors, tout ça, ça se passe en procession, évidemment. On les précède avec des tambours et puis des cymbales, je ne sais pas. Les hommes viennent derrière et la belle-mère, elle attend à la porte d'entrée de la maison avec de l'eau qu'elle verse sur le seuil en signe de bracha et de protection. Les femmes sont dans une chambre, les hommes sont dans une autre chambre et le rabbin dit les Sheva Brachot, donc les bénédictions du mariage. Et à ce moment-là, les mariés vont dans la chambre nuptiale. L'épouse a visage découvert, elle a 9 ans, je vous le rappelle. Elle porte une mitre en perles. Vous avez déjà vu des images de ces tenues de femmes yéménites pour le mariage, plein de colliers en argent, avec des petites boules d'argent et une espèce de chapeau pointu comme ça, qui sont rien d'autre que des rangs de perles d'argent. Elle porte une robe à fleurs, des colliers, elle est maquillée de rouge et de noir, et les deux époux s'assoient aux deux extrémités de la chambre, et le rabbin verse de l'eau sur les mains de chacun. Et après, il sort de la chambre, il ferme la porte à clé et garde la clé sur lui. Voilà. Sauf que c'est un mariage blanc. Elle a 9 ans, une gosse. C'est un mariage blanc. Le Shabbat, le marié est appelé au Sefer, il lit la paracha, et comme ça, les fêtes du mariage durent pendant 1 mois. Alors, bien que ce soit un mariage blanc, le marié reste à la maison pendant 10 jours. Mais mariage blanc. Et on lui a offert un mouchoir blanc à mettre sur sa tête. Voilà le mariage. Et tout à coup, vers l'âge de 14 ans, madame est enceinte. Ça arrive quand même. Madame est enceinte et on est totalement indifférent de savoir si c'est un garçon ou une fille, pourvu que ce soit un enfant. C'est la même joie. Tous les petits garçons du quartier reçoivent du blé bouilli avec du miel. D'ailleurs, l'accouchée aussi, quand elle va accoucher, on lui donnera du blé bouilli et du miel, mais en plus, on va lui faire boire du beurre fondu pour qu'elle retrouve des forces. Et on lui fait boire ça très, très chaud. Et la dame a accouché. Le jour même de l'accouchement, elle retourne vaquer à ses occupations de ménage. Elle ne sortira pas de la maison pendant quelques jours, période de Nida, on ne sait pas exactement la durée, mais le jour même, elle retourne au travail. Quant à la Mila, si c'est un garçon, elle se fait au milieu d'une foule d'hommes, c'est le papa qui porte le bébé, et voilà. Et on procède à la Mila, et tout de suite après les quelques jours de maintien à la maison, la mère va sortir et va offrir des friandises aux enfants du quartier. On la fait sortir en cortège. Il y a toute une petite fête autour de ces relevailles de couches, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, je crois. Et puis la vie reprend son cours. Voilà. J'arrive à la 3e période de la vie, 3e événement intéressant. On a vu le mariage, on a vu les naissances. Il y a beaucoup de naissances. Il y a aussi beaucoup de décès. Énormément. Ce n'est pas tellement surprenant. Un ami de M. Shem Tov, de M. Semar, pardon, qui s'appelle Avat. Voyez le nom? Avat. Donc, cet ami de Yom Tov Semar, c'est un jeune homme. Il est mort d'une attaque cérébrale. Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de médecin. La maison est pleine de monde. Évidemment, il vient de décéder. Avat est assis dans la cour, dénudé, totalement. Tout le monde le regarde, hommes et femmes. Et puis, il y a quelques personnes qui pleurent, évidemment, quand même. On lui rase la tête de frais et il y a 2 personnes qui lui versent de l'eau sur la tête et sur tout le corps. C'est un geste que vous connaissez, ce qu'on appelle tahara. Et donc, ils le font de cette façon-là. On lui verse de l'eau, on lui rase la tête. Et ensuite, on
on brûle de l'encens dans une chambre et on le porte dans une chambre, on le dépose sur un matelas, un grand drap. Alors évidemment, il y a des clameurs, il y a les uns prient, les autres pleurent, on crie, on amène le corps et on l'habille de ses habits blancs de Shabbat. C'est assez logique. Nous, on met un sargueles, là, c'est les habits blancs de Shabbat. On le pose sur un drap qu'on replie et on l'attache avec des ficelles. C'est une vraie momie. Et on pose le corps sur une civière et on l'emporte pour l'enterrer. Il y a 7 jours de prière à la maison, les Shiva, c'est normal, les prières qui sont faites par les Skenim, les anciens de la communauté, et le 7e jour, on fait un repas. Et ce n'est pas un repas triste. Hein. Et ce repas, il est très, très important. On n'a pas l'impression d'être dans une maison de deuil, mais il est très important parce que si ce repas n'a pas lieu, l'âme du défunt erre. On ne sait pas où, elle ne trouve pas sa place. Ce repas est essentiel et pour accompagner l'âme du défunt. Et sinon, elle va errer et aussi elle va s'en prendre à la famille. Elle va troubler la quiétude de la famille. Donc, il faut absolument accompagner cette âme par un repas. Alors, il y a eu souvent des excès d'alcool et les rabbins ont fini par dire qu'on pouvait remplacer ce repas par des dons qu'on ferait aux skenim, aux anciens de la communauté. C'est une manière, c'est fréquent aujourd'hui, de remplacer une mitzvah donnée par un don. Donc voilà, on a vu le mariage, la naissance et la mort. Je m'arrête là pour ce soir. Ces 3 épisodes qui martèlent la vie des Juifs yéménites. La prochaine fois, nous verrons tout ce qui est croyance, superstition et les derniers événements politiques du Yémen. Et ça en sera fini pour le Yémen, pour de bon. Après, nous partirons peut-être la prochaine fois déjà, sinon ce sera la rentrée, dans les pays de l'Arabie saoudite, de la péninsule arabique. Mais ça, ce sera très rapide parce que ce sont des communautés récentes et très peu signifiantes. Et après, nous irons au Maroc. Le Maroc, c'est un gros morceau. Je n'irai pas dans autant de détails qu'on a fait avec le Yémen, parce que le Yémen est un pays un peu exotique. Donc, c'est très curieux. Ils ont des traditions très particulières, une vie très particulière aussi. Mais il y a beaucoup de choses à raconter sur le Maroc, mais ça, c'est pour un peu plus tard. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition si je sais répondre. Merci beaucoup, Georges. Et je vais tout de suite, voilà. Super. Rallume ton micro, Georges. Rallume ton micro en bas à gauche. Et Daniel, tu peux poser ta question. Ouais, je voulais dire que le halba, le helbé, Oui. c'est du fenugrec. Ah, je ne conteste pas. C'est du grec? Non, fenugrec. Oui. La plante, fenugrec. Je ne connais pas. Hein? Non, je ne connais pas. On a fait ça à Tunis. Et quand on donnait ça aux enfants, on trempait les graines le soir. Et le matin, l'enfant qui était un peu chétif et tout ça, buvait l'eau. Attends, oui, mais je crois que le khelbé, si j'ai bien compris, c'est quelque chose d'extrêmement harif, de très, très piquant. C'est possible, je ne l'ai pas mangé. Tu vois là? Oui, je vois. Non, mais je ne connaissais pas. Quelque chose dedans, hein, il pouvait te mettre de la harissa, hein, j'en sais rien. C'est probable même. C'est probable. Merci pour l'explication. Mais si c'est la même chose que chez nous à Tunis, c'est ça, quoi. Oui, mais je crois que les Yéménites ont une tradition de manger beaucoup plus épicé encore que le reste du monde séfarade. Me semble-t-il. Parce qu'ils mangent les piments rouges comme ça, ils croquent dedans, comme moi je croque dans une tartine. D'autres questions? Tout le monde est fatigué, hein, c'est normal. Que se passe-t-il si l'épreuve de l'œuf ne réussit pas? Ce n'est pas bon signe, hein, mais je peux m'imaginer qu'on s'est toujours arrangé pour qu'elle soit réussie. Ah, ok. C'est assez facile à imaginer ça. La personne qui enlève la compresse de coton va dire ah oui, non, ça s'est décollé complètement, tout de suite, ça n'était pas collé.
J'imagine qu'au moment du mariage, on ne va pas venir avec dire ah, ça va être un mariage raté. Franchement, ce ne serait pas très élégant. Mais je n'ai pas d'autre réponse, hein. Je l'imagine simplement. J'ai une question. Est-ce qu'il connaissait la mikveh? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ces mikvahs avant le mariage? J'en ai parlé. Ah, j'en ai pas trace dans ce que j'ai eu comme document. J'en ai pas trace, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ils connaissaient le mikvé, Irène, puisque j'en ai parlé. Le Oustà a conçu des mikvaot. Ils connaissaient le principe du mikvé. Est-ce que la mariée devait aller au mikvé? Elle a 9 ans, il ne faut pas oublier. Elle a 9 ans. Mais alors avant d'accoucher, au moins, avant d'être enceinte. Ben, je ne sais pas. Et tu vas voir que quand on va parler, la prochaine fois, on parlera de Pessah, de la fabrication des matzot. Ils sont extrêmement scrupuleux, sauf qu'on démarre au départ avec une farine qui est plus que douteuse. Alors, je ne sais pas. Les traditions sont un peu différentes. Hein. Ils n'ont pas une application aussi rigoureuse ou différente de ce que nous faisons. Et voilà. Le problème, c'est peut-être la halakha. Le deuxième problème, c'est de faire les choses avec plein de sincérité et de foi. Or, ça, c'était le cas. Étaient des gens profondément croyants, profondément religieux, profondément attachés au judaïsme. C'est important. Après, les traditions, elles sont différentes. Hein. On ne concevrait pas chez nous de marier une gosse de 9 ans. Ce n'est pas une simple tradition, la mikveh. Ce n'est pas une simple tradition. Non, je sais bien que ce n'est pas une question de tradition. Je sais bien. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. En tout cas, merci, c'était tout très intéressant. Il est possible aussi que Yom Tov Semar, dans son rapport, n'en parle pas parce que c'est un peu intime, le mikvé, et qu'on est en 1910. Hein, il ne va pas étaler ça dans un rapport. Et que mikvé, il y a eu quand même. C'est possible, je ne sais pas. Georges, deux questions. Moi je n'ai pas suivi. Quel âge il a le mari? On a dit que la Kala a 9 ans. Quel âge il a le mari? Et deuxième question, c'est une question sur le chat. Où est-ce qu'ils habitent après les mariés? Est-ce qu'ils habitent chez les parents ou pas? Ils habitent chez les parents. Alors d'abord, le marié, il a entre 15 et 17 ans. Nous l'avons vu à propos de eBay qui attend qu'une chose, c'est d'être fiancé pour pouvoir boire de l'alcool. Il a 15 ans, il dit dans 2 ans, je serai fiancé. Et c'est l'âge, entre 15 et 17 ans. Et deuxièmement, ils habitent chez les parents du mari. Et c'est belle maman qui l'attend à l'entrée avec un cruchon d'eau pour bénir le seuil. On l'a vu ça d'ailleurs à propos du recensement, où les femmes étaient recensées avec la famille de leur mari et pas avec la famille de leurs parents. Merci. On a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande sur la mortalité des bébés. Est-ce qu'on a des données? Non, j'en ai pas. Je peux m'imaginer qu'il devait y avoir une forte mortalité comme il y en avait dans le monde entier, d'autant plus qu'on faisait, nous verrons ça la prochaine fois, on faisait appel au docteur très rarement, parce que d'abord le médecin ça coûtait très cher, et il avait une très mauvaise réputation, le médecin, on l'appelait le médecin qui fait des morts, mais évidemment il fait des morts parce qu'on appelle le médecin quand la situation est irrécupérable. En dernier recours. Alors, il arrive, il ne peut plus rien faire parce que ça y est, la situation est totalement hors de contrôle. Ce qui est arrivé pour des maladies comme pour des naissances. Mais la mort de nouveau-nés faisait partie de la vie des gens partout. Dans ma propre famille, il y a eu des cas comme ça où le nouveau-né est décédé. À la naissance, c'était très, très courant. Tant qu'on n'avait pas de pénicilline, on n'arrivait pas à soigner des nouveau-nés. C'est tout à fait banal. Alors, peut-être que la mortalité était probablement plus importante dans les pays chauds, oui, mais c'est quelque chose de tout à fait normal et banal. Merci, Georges. Il y a d'autres questions, chers amis? Avec plaisir. Nicole, on ne t'entend pas, je suis désolé. Il faut mettre ton micro. Ton micro, il ne marche pas depuis quelque temps. Allô? Oui, ça va? Bonsoir. Maurice. Toi? Oui, voilà.
j'essaie de me remémorer l'ensemble de vos exposés et je n'arrive pas à situer l'épisode où les Juifs yéménites ont été chassés dans le désert et sont morts en majorité. Je n'arrive plus à situer dans l'ensemble de tout ça. 1650, Ah, ils ont été bon. expulsés à Mouza. D'accord. Donc, Voilà. c'est chronologique. D'accord. Deuxième moitié du 17e. Merci. Merci. Avec plaisir. C'est déjà pas mal de s'en souvenir. Non, oui, non, mais j'essaye de refaire parce que vraiment, c'est très riche d'événements. On n'a pas de support. Donc, j'essaie de me remémorer un peu tout pour garder. Et cet épisode, C'est compliqué, je sais bien. je n'arrivais pas à le situer. Donc, c'était vraiment ancien par rapport à ce que vous, Oui, le tout à fait. moment actuel. Oui, c'était très bien. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Georges. Eh bien, dans 15 jours. Merci, Georges. Avec Au revoir, plaisir. Georges. Bonne soirée. Bonsoir, Maxime. Ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci. Nicole?